Elle est pas belle, cette machine? Ah, moi, j'ai pas résisté au plaisir de l'emprunter pour vous faire un tour. Avec cette locomotive, c'est le 21e siècle qui commence. Parce que, qu'on le veuille ou non, le rail va prendre de plus en plus d'importance. Et on va voir tout de suite pourquoi et comment les Suisses réinventent le transport des marchandises. Les routiers sont sympas? Peut-être. Mais ils sont surtout envahissants. Aujourd'hui, la poésie du voyage a un sérieux goût de bouchon. Les dangers s'accumulent. Et si la glorieuse époque des poids lourds appartenait déjà au passé? L'Europe est malade de ces camions. Fondus dans la circulation, ils sont chaque jour plus nombreux, inexorablement. Et puis les routiers détiennent un pouvoir qui fait peur aux gouvernants. En France, pendant l'été 1992, ils ont démontré qu'ils peuvent paralyser un pays. Le pire est peut-être pour demain. On nous annonce un doublement du trafic des poids lourds à la fin de ce siècle. Si l'on veut éviter l'embouteillage généralisé, l'Europe doit d'urgence trouver d'autres moyens pour acheminer un flux croissant de marchandises. Les pays européens, l'Autriche et aussi nos pays voisins commencent à se rendre compte du problème qu'on vient d'évoquer, à savoir que si on continue à avoir tout le trafic marchandises sur les autoroutes, on les fera crever aussi bien pour les marchandises que pour les voitures et le reste du trafic. Donc on est obligé de rééquilibrer les choses. La communauté européenne, y compris la Suisse aussi, le savent. On ne peut pas continuer avec ce déséquilibre. On sera obligé de chercher des complémentarités bien meilleures entre la route et le chemin de fer pour le trafic voyageur, mais également pour le trafic marchandises. Mais d'abord, qu'est-ce qui permet d'affirmer que le transport des marchandises va exploser? Tout simplement l'évolution des méthodes de production. La suppression des barrières douanières, vraisemblablement, est un élément, est un facteur qualitatif qui aura des influences sur l'évolution quantitative des flux de transport. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, c'est toute la logique en fait, de production industrielle. On assiste en fait à un phénomène qui consiste à produire au fur et à mesure de la demande. Donc on veut une production flexible, qui soit capable de répondre dans un délai minimum aux variations de la demande. Et par conséquent, il faut alimenter en conséquence tout le système de production. Certains prévisionnistes en fait, nous disent que d'ici l'horizon 2000, c'est environ 45 à 50% de la production industrielle qui pourrait être réglée selon cette logique. Ce qui, en fait, nous montre qu'il va y avoir, dans les années qui viennent, un changement structurel profond dans la structure des flux marchandises. Et ceci, bien sûr, va influencer de façon très conséquente la charge des réseaux. Prenons l'exemple de la Ford Fiesta en Europe. À l'origine, le montage final était concentré dans une seule usine, à Sarre-Louis, tandis que les divers composants étaient fabriqués dans 9 lieux différents. Un système qui générait déjà 9 mouvements aller-retour des transporteurs. Par la suite, Ford a créé 2 autres centres d'assemblage. Objectif, être plus près des marchés. Du coup, les flux ont été multipliés par 3. Les voies d'acheminement de pièces détachées se sont démesurément allongées. Cet exemple vaut pour un nombre croissant de produits de consommation. On appelle ça la glocalisation, néologisme barbare mariant production globale et besoins locaux. Ne cherchez plus, vous tenez là un des fauteurs de bouchons. On assiste effectivement à une saturation peut-être des réseaux plus rapide que ce qu'on pouvait imaginer, d'où on en déduit que le coût de la mobilité aujourd'hui est trop bas. C'est-à-dire qu'on ne fait pas supporter à l'utilisateur le juste coût d'usage des infrastructures, qui inclut notamment les coûts externes, les coûts sociaux, de sécurité, de pollution, de congestion. Un rapport financé par plusieurs pays européens confirme cette distorsion. Selon cette étude, les transports sur route n'incluent dans leur coût ni la pollution qu'ils engendrent, ni les accidents, ni les nuisances de toutes sortes. Encore moins le prix des embouteillages.
En Suisse, selon ce rapport, la facture impayée se montrait à 6 milliards de francs par année. La France, de son côté, chiffre à 240 milliards de francs français l'addition à payer pour les nuisances routières. Le manque à gagner dû aux bouchons et autres ralentissements représenterait les 2/3 de cette somme. En Suisse encore, 3 ingénieurs de l'école des 2 Bâles se sont penchés sur les poids lourds et les dégâts qu'ils provoquent. Selon leurs calculs, le transit à travers les Alpes devrait quadrupler d'ici 2015. Une perspective basée sur un scénario de croissance moyenne. Conclusion, si on laisse faire, l'environnement et les gens seront sacrifiés, tandis que la consommation de carburant va déborder. Très tôt, la Suisse a vu le danger. Elle a donc proposé le ferry pour traverser les Alpes. Il suffit d'embarquer les mastodontes routiers sur des wagons à plateforme surbaissée. En semaine, une dizaine de convois ainsi formés traversent chaque jour le massif alpin, dans chaque sens. Le plus grand trajet relie Milan à Fribourg-en-Brisgau. En Suisse, on embarque et débarque à Lugano et Bâle. La formule offre bien des avantages. Les chauffeurs peuvent se reposer, rouler de nuit et se moquer des conditions atmosphériques. Mais il y a aussi des désavantages, et non des moindres. C'est pas une bonne solution. D'ailleurs, les chemins de fer suisses le savent. On a 15% de marchandises utiles transportées pour 85% de poids morts, qui est le train, plus le camion, plus tout. On n'a pas le choix pour le moment. Il s'agit bien de transporter les camions dans la technologie existante. En attendant mieux, l'autoroute ferroviaire permet déjà de soulager l'axe du Saint-Gothard. Mais la hauteur des convois est limitée à 3,80 m. Même problème au Lötschberg, l'autre axe transalpin. Les convois normaux traversent aisément les tunnels, mais impossible d'y faire passer les trains chargés de camions atteignant 4 mètres aux angles. Résultat, la Suisse s'est lancée dans une vaste entreprise de rafistolage. On va abaisser le ballast, déplacer les voies de côté, rogner l'intérieur des galeries, comme on peut le voir ici à droite à l'entrée du tunnel. Grâce à ces opérations cosmétiques, on va gagner les quelques centimètres nécessaires au passage des convois les plus hauts. Travail délicat, travail de fourmi. L'entreprise commencée au début de l'année durera 4 ans et coûtera presque 200 millions de nos francs. Par mesure de sécurité, on a mis en service un feu violet destiné aux seuls trains de ferroutage qui circuleront alternativement à gauche et à droite du tracé. Tout cela reste du bricolage, car l'avenir appartient au tunnel de base. Le peuple suisse en a accepté le principe en 1992. Fini les tunnels hélicoïdaux. On va creuser des passages au pied même du Lötschberg et du Saint-Gothard. C'est le maillon manquant des grandes lignes européennes qui passent à travers la Suisse. Vous savez, ces lignes à grande vitesse, où on roule à 200-250 km/h, c'est impossible au Gothard où on monte en lacet puis on redescend. Alors là, vous pourrez passer avec ces grands trains européens. Et pour la marchandise, vous n'aurez pas besoin de la monter à 1200 mètres et puis ensuite de la redescendre au Tessin. Elle passera à plat sous les Alpes, ce qui donne un grand gain de productivité. Aujourd'hui, on ne construit plus les tunnels à coups de pioche comme au siècle passé. Voyez cette galerie de sondage de 5 mètres de diamètre et 75 mètres de longueur. C'est une impressionnante machine à forer. Un tunnelier qui fait le travail. Sécurité et rapidité obligent. Avant de commencer à percer le vrai tunnel, on sonde la géologie gothardienne pour éviter les mauvaises surprises. La construction du vrai tunnel devrait commencer en 1997 et durer 10 ans. 10 ans pour 57 km. Après, les trains pourront foncer à toute allure dans ces 2 interminables boyaux presque rectilignes à 3000 mètres sous terre. Il y a 3 ans encore, on avait des bouchons, des trains de marchandises qui attendaient jusqu'en Allemagne pour pouvoir passer. Alors maintenant, on va ouvrir une capacité suffisante pour 1, 2, 3 générations. On va leur offrir un horaire précis, un temps de transport très court,
le plus court sous les Alpes imaginable grâce à notre train. Mais l'avenir, c'est aussi le transport combiné. La Suisse le cultive depuis belle lurette. Elle le développe même hardiment jusque sur le territoire de ses voisins, comme ici, au sud du Tessin. Les marchandises, liquides ou solides, sont conditionnées pour passer sans heurts de la route au rail, du camion au wagon et vice-versa. Il s'agit là de conteneurs ou de caisses mobiles standardisées. Dans ce centre super moderne de la grande banlieue de Milan, à Busto Arsizio, la société à majorité suisse UPAC expédie chaque jour une quinzaine de trains essentiellement à destination de l'Allemagne et en reçoit autant via le Saint-Gothard. Camions et tracteurs déposent et reprennent leur charge en un incessant va-et-vient réglé comme du papier à musique. Et ça marche. Le volume des envois est en constante progression malgré les aléas de la conjoncture, atteignant 160 000 wagons l'an dernier, ce qui correspond à 900 camions par jour. Ça, c'est le trafic de futur, parce qu'on cherche ici la collaboration entre la route et la rail. Et nous avons maintenant circa 350 transports routiers qui acceptent cette formule. Il vient parce qu'on offre quelque chose qui, sur le marché, a un avenir et une attractivité. Des terminaux semblables à celui de Busto Arsizio, il en existe déjà une trentaine en Europe. Largement informatisés, ils travaillent sans à-coups, facilitant par exemple les formalités douanières et autres démarches bureaucratiques. Fini les longues files d'attente aux frontières. Parmi des centaines et des centaines de wagons spéciaux de la société UPAC, il a fallu fabriquer un modèle particulier pour accueillir les remorques équipées de roues. On a donc dû ménager une poche spéciale pour les loger, ce qui vaut au wagon ainsi transformé le surnom de kangourou. Seul inconvénient, pour rester très bas, ces wagons ont des roues plus petites que les roues normales. Elles tournent et s'usent donc plus vite. Grâce au corridor de transit, avec l'augmentation de capacité, et si nous calculons chaque année circa 10% d'augmentation, c'est optimistique. Je pense entre 10 ans, on double le trafic aujourd'hui. Et en voiture pour le nord de l'Europe. Dans l'accord passé avec l'Europe communautaire, la Suisse a promis de développer les terminaux semblables à celui de Busto Arsizio. Promesse tenue. Depuis le début de l'année, on a doublé les capacités de ferroutage sur le Saint-Gothard, toutes formules confondues. En chiffres, 44 trains passent quotidiennement le massif alpin et la longueur des convois tirés par 3 locomotives de la dernière génération peut maintenant atteindre 700 mètres. Entre le nord et le sud, il n'y a pas que les Alpes. D'autres obstacles se dressent sur la voie des échanges rapides. Le plus anachronique reste la différence entre les différents types de courants électriques, l'italien et le suisse. Ici, à Luino, sur territoire italien, il faut encore arrêter les trains pour permettre un changement de locomotive. Il est vrai que l'incompatibilité électrique fait problème ailleurs sur le continent. Lorsque les simples travaux d'aménagement des 2 corridors de transit seront achevés, la Suisse aura dépensé 1,4 milliard de francs. Une belle somme pour du provisoire. Rendez-vous dans une douzaine d'années pour le premier tunnel de base qui coûtera quelques milliards supplémentaires.
À Arao, le passé et l'avenir cohabitent. Le passé, c'est ce monstrueux tracteur. Il soulève, déplace, transborde les conteneurs du transport combiné. Comme à Busto Arsizio, mais en plus modeste, les installations permettent aux transporteurs des environs d'utiliser le train, particulièrement pour les liaisons avec le nord de l'Europe. Les grands noms des transports routiers, ceux qui sillonnent les autoroutes du continent, sont simultanément actionnaires, promoteurs et utilisateurs de ce système en cours de développement. L'avenir, lui, pourrait ressembler à ce conteneur self-service. Plus besoin de manutentionnaire juché sur sa drôle de machine, le chauffeur du poids lourd fera l'affaire. Et sans effort. Les limites d'une telle méthode apparaissent néanmoins clairement. À moins d'en étendre l'usage aux autres pays, à moins d'une généralisation des techniques et des équipements, le système n'a qu'un avenir local, ce qui, à vrai dire, ne serait déjà pas si mal. Les économistes, eux, se sont penchés sur la distribution, donc l'organisation des flux de marchandises, notamment pour les redimensionner dans le cas de certaines multinationales. Dans l'ancienne structure, chaque usine alimente un dépôt intermédiaire avant de gagner les clients. Dans la structure réorganisée, on supprime une étape. Il n'y a plus qu'un énorme entrepôt central massivement alimenté par les différentes usines. Les produits repartent ensuite souplement vers les divers clients répartis sur le continent européen. C'est dans le même esprit que les CFF ont développé leur Service Center. Pour l'heure, il y en a 14 en Suisse, dont celui d'Arau, tout beau tout neuf, situé assez idéalement au centre de la Suisse. Dans ces centres, organisés comme des plateformes logistiques, la régie fédérale, devenue prestataire, offre des services complets à ses clients. Les marchandises y sont stockées, puis redistribuées selon les instructions du commerçant et du grossiste. Plus de va-et-vient inutile entre la gare et des locaux plus éloignés. Les CFF se chargent de la répartition, de l'emballage, des éventuelles démarches douanières et de l'envoi des produits entreposés chez eux. Pionnière dans son domaine, objet de colibé et de ricanement, la Suisse a fini par faire des émules. On ne la montre plus du doigt avec un haussement d'épaule agacé. Ainsi, Français et Britanniques ont décidé que le tunnel sous la Manche serait ferroviaire ou ne serait pas. Pour des raisons pratiques évidentes, voitures automobiles et camions emprunteront le train. Partant de ce principe, il a fallu concocter des solutions nouvelles, aussi bien pour le transport que pour le chargement et le déchargement. En attendant mieux, les camions complets embarquent à bord des navettes. Mais au vu des recherches d'entreprise et dans un futur plus éloigné, on aimerait bien imaginer des formules plus rationnelles. Cela dit, voici l'Eurostar, comme si vous y étiez. Relax. Laissez-vous emporter à toute allure sur le Channel sans plus craindre ni le mal de mer, ni le brouillard. Dans le même esprit, les Français se sont brusquement avisés des possibilités offertes par le ferroutage. Quelques accidents spectaculaires et autres bouchons les y ont aidés. Les voici donc qui proposent la construction d'une autoroute ferroviaire de 500 km reliant soit Lille à Dijon, soit Dijon à Avignon,
soit Brest au Mont-Cenis. Dans l'esprit des promoteurs, il s'agit d'un service relativement autonome avec ses rampes de chargement permettant un accès direct aux wagons et des départs rythmés. Les rames pourront atteindre une longueur de 2250 mètres pour convoyer au maximum 100 poids lourds à la fois. Avec un départ toutes les demi-heures, on devrait pouvoir transporter ainsi 30 000 camions par jour. Mais l'investissement serait lourd. Il faudrait en effet 25 milliards de francs français pour construire un seul tronçon. Et si on le prolonge par un tunnel de base sous le Mont-Cenis pour en 55 km relier Lyon à Turin, la facture va atteindre des sommets vertigineux. Mais quel confort, aussi bien pour les camions que pour leurs chauffeurs. Dans un autre registre, la SNCF a mis à l'étude un système de transbordement de conteneurs et caisses mobiles connu sous le nom de Commutor. En plus de faire converger tous les trains vers une gare pivot selon un rythme horaire. Grâce à une armada de portiques automatiques travaillant en parallèle, les caisses changent de train avant de repartir vers leur destination finale. C'est gigantesque, mais diablement pratique. Les ingénieurs qui ont étudié la question promettent le tri de 60 trains en une nuit et un service digne des meilleurs trains directs actuels. Et pour cause, il n'y a plus d'aiguillage, les wagons restent attelés, seuls les conteneurs passent d'une rame à l'autre. Certes, les Suisses ont été les premiers contraints de pousser le transport combiné. À défaut de raser les Alpes, il faut bien les franchir. Mais l'explosion du transport de marchandises affecte l'Europe entière. Alors le vieux continent va certainement devoir, lui aussi, opérer sa reconversion. Les moqueurs ne ricanent plus. Le pari des Suisses repose sur une locomotive d'un concept entièrement nouveau. Une machine révolutionnaire capable de tirer d'énormes charges en montagne, mais aussi d'aller très vite en plaine. Alors quand on veut voir grand, eh bien il faut se donner les moyens de gagner. Et c'est ainsi qu'est née la Héroe 4x4 460 dans laquelle nous nous trouvons. Et je peux vous dire que quand on est là-dedans, on a peine à croire qu'on est dans une locomotive, tant l'absence de vibration et le silence de roulement sont exceptionnels. Il faut dire que la conception de cette machine ressemble plutôt à celle d'une voiture de luxe. Double suspension entre les roues et les bogies, puis entre les bogies et la caisse. Les essieux sont autodirectionnels, autrement dit, les roues pivotent comme sur une voiture pour rester parfaitement parallèles aux voies. Ça limite l'usure, le bruit et ça assure une fabuleuse tenue de rail. Dans un souci de facilité d'entretien, les éléments de la machine sont conçus comme autant de kits interchangeables. Et puis il y a le cockpit pour lequel, pour la première fois, on a eu recours aux matériaux composites. C'est plus solide et beaucoup plus léger que l'acier. 25% de résistance supplémentaire. Oh, d'ailleurs, on lui a tout fait à cette machine, même des tests de froid extrême, histoire d'être sûr qu'elle supporte nos climats alpins. Mais le problème du poids était particulièrement important, car la 460 utilise des moteurs triphasés révolutionnaires, des moteurs qui lui assurent énormément de puissance en continu, sans à-coups, et qui ne demandent pratiquement plus d'entretien. Seulement, pour fonctionner, ces moteurs ont besoin d'un circuit de transformation de courant plus lourd qu'un système conventionnel. Ce qui fait que même avec ses efforts d'allègement, la 460 fait tout de même le poids respectable de 85 tonnes. Puis, regardez ce tableau de bord, c'est magnifique. Il y a là un ordinateur qui dialogue avec le mécanicien et qui l'assiste sans cesse. Par exemple, s'il y a une panne, l'ordinateur analyse la panne. Pour la maintenance aussi, l'ordinateur vient aider au travail. Et moi, quand je suis arrivé ici, j'ai trouvé tout de suite un mode d'emploi complet, même pour des circonstances exceptionnelles.
on va parler un petit peu de sécurité. Un train, ça peut s'arrêter pneumatiquement. Le frein pneumatique, c'est ce qui commande ces grosses mâchoires qu'on voit sur les roues des wagons. Et un train, ça freine aussi électriquement. Dans ce cas-là, c'est le moteur de la machine qui freine. Et dans ces circonstances, il ne consomme pas du courant, il en produit, il le renvoie sur la ligne. Un peu comme la dynamo de votre vélo. Quand vous la branchez, elle freine, elle produit du courant. C'est économique, c'est écologique. Et plus le moteur électrique est puissant, plus le frein est puissant. Et là, comme notre 460 fait plus de 8000 chevaux, ça donne un freinage bestial. Alors qu'est-ce qui se passe s'il y a une panne grave, ou si le train glisse parce qu'il est emporté? Eh bien, on a inventé un troisième frein, un frein qui en toutes circonstances fonctionnera. Et le gars qui a inventé ça est génial. Regardez. Ça s'appelle un PMS, un frein magnétique de sécurité. En position relevée, il est maintenu par pression d'air. Maintenant, dans le pire des cas, s'il n'y a plus de pression d'air ou s'il n'y a plus d'électricité, le PMS tombe par son propre poids. Et comme il contient énormément, eh bien, la locomotive, elle est collée au rail. Intelligent, non? Notez, fallait bien ça. Parce que je vous ai pas dit le plus beau. Les performances. Cette machine, c'est un tracteur, d'accord, pour tirer des trains de 700 mètres, mais c'est aussi une Ferrari. 8300 chevaux, 230 km/h, le 0 à 100 à l'heure en quelques 13 secondes. Démonstration. N'imaginez tout de même pas que moi, j'allais faire une chose pareille avec cet engin. Lui, il peut, parce qu'il est le grand patron de tout ce qui roule au CFF. Alors Theo Weiss, cette machine, elle est surpuissante, tellement puissante même qu'on s'est laissé dire qu'elle avait un peu les défauts de ses qualités, non? Eh oui, quand le rail est mouillé, cette locomotive patine. Ceci s'explique tout simplement par le fait que les roues sont très lisses. Nous avons voulu ça. C'est le seul moyen pour permettre que cette locomotive reste toujours silencieuse. Qu'est-ce que vous allez faire dans ce cas? Nous allons continuer les essais de mise en service. Ça prend du temps. Ce n'est pas en sortant de l'usine que nous pouvons arriver à des résultats définitifs. Oui, parce que malgré tout, vous avez tenu à ce pari de la très haute vitesse pour l'avenir. C'est indispensable. La locomotive ne doit pas seulement faire face aux exigences actuelles, elle doit faire face aux exigences de l'avenir. Et dans un avenir relativement proche, même en Suisse, nous allons circuler à des vitesses plus élevées, voire à des vitesses jusqu'à 200 km/h. Et quand on voit une machine aussi moderne, aussi informatisée, on se demande finalement pourquoi il y a toujours un mécanicien dedans. Pour la sécurité de la conduite, il y a deux facteurs qui sont essentiels. Le premier, c'est la vigilance humaine. Et puis, bien sûr, il y a des équipements techniques qui sont là pour rattraper une éventuelle défaillance humaine. Mais les deux facteurs, l'un humain, l'autre technique, sont des facteurs complémentaires. Il faut les deux. Donc dans 20 ans, dans 25 ans, il y aura toujours un mécanicien aux commandes de la 460. J'en suis persuadé, vous verrez toujours un mécanicien sur la locomotive. De toute façon, d'ici 20-25 ans, on sera probablement en train de mettre la dernière main à un projet très fou pour le transport des personnes. Ce projet, c'est Suisse Métro. Nous, on a voulu savoir si c'était vraiment faisable, alors en route pour l'utopie. Genève, entrée en station du Suisse Métro pour Saint-Gall, via Lausanne, Berne, Lucerne, Zurich. 3 minutes d'arrêt. Prochaine station, Lausanne. Fermeture des sas. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Où allez-vous? À Zurich. Et vous-même? Moi Attention au aussi. départ. On y sera dans un peu moins d'une heure. C'est génial, Genève-Zurich 1 heure. C'est fantastique. On est à quelle vitesse là? On va y aller à plus de 400 km/h sans s'en rendre compte.
Ça vous fait pas un petit peu peur, surtout qu'on est sous vide d'air? Non, pas spécialement. J'ai toujours une petite appréhension en avion, mais avec Suisse Métro, non. On sent pas les accélérations, peu les décélérations. Et vous-même? Oui, en tout cas, moi je trouve très agréable. Rodolphe Nitz, c'est vous qui avez imaginé ce voyage un peu fou il y a une vingtaine d'années. Est-ce que demain ce rêve deviendra réalité? Aujourd'hui, l'étude principale commence. Les choses s'accélèrent de plus en plus. On a de plus en plus de soutien de l'industrie, bien sûr de la Confédération. Alors, il est probable que dans 10 ou 20 ans, Suisse Métro voit le jour. Des espoirs solides que Suisse Métro voit le jour, même si le débat politique et économique qu'il va générer risque d'être chaud dans les mois et années à venir. L'an passé, l'École polytechnique fédérale a donc démontré la faisabilité technique du projet. Une étude solide et sérieuse que voici, mais qui doit bien sûr maintenant être affinée. Alors, Suisse Métro, c'est quoi? Eh bien, c'est une sorte d'avion auquel on aurait ôté les roues, le moteur et les ailes, une sorte de carlingue avançant dans un tunnel sous vide d'air à près de 400 km/h. Ce projet futuriste permettrait de relier Genève à Saint-Gall en 1h12 et Bâle à Bellinzone en moins d'une demi-heure. Rodolphe Nitz a suscité l'enthousiasme de 4 professeurs de l'EPFL. Mais qui dit nouveauté dit aussi voix dissonante. Sur le plan technologique, voyons comment Suisse Métro pourra se déplacer à 400 km/h. Une vitesse aussi élevée est possible grâce à un système de propulsion par moteur linéaire couplé à de la sustentation et à un guidage magnétique. Ce type de propulsion n'est pas nouveau. Les Japonais et les Allemands ont élaboré des prototypes qui circulent actuellement sur des tronçons d'essai. Le moteur est sur le rail et le train vole à quelques centimètres du sol. Pouvoir renoncer aux roues est plus grâce à la sustentation magnétique. En fait, on joue simplement avec 2 aimants. 2 polarités identiques se repoussent, 2 polarités inverses s'attirent. Avec des électroaimants, le principe est le même. L'intensité électrique détermine la puissance de répulsion ou d'attraction. Dans le cas de Suisse Métro, des électroaimants seront fixés au véhicule et sur la voie. Pour la sustentation, c'est le principe de l'attraction qui a été choisi. Le courant électrique crée un champ magnétique qui soulève le convoi et le fait planer à 2 cm du sol. Pour le guidage, des éléments qui se repoussent sont placés de chaque côté de l'engin. Toute usure, tout frottement et tout bruit sont ainsi évités. La propulsion, quant à elle, se fait grâce à un moteur linéaire fixé à la voie. Il fonctionne selon les mêmes principes qu'un moteur rotatif traditionnel du type machine à laver ou séchoir à cheveux. Si on regarde à l'intérieur, on constate qu'un tel moteur est composé d'un stator fixe, qu'on voit ici, et d'un rotor qui est capable de tourner en étant fixé à 2 paliers. On retrouve ici ces 2 éléments séparés. Le rotor à l'intérieur du stator subit une force, un couple, par le biais d'une interaction qu'on qualifie d'électromagnétique. Maintenant, si l'on part de cette maquette de démonstration qui contient un stator et un rotor fictif, et supposons maintenant qu'on scie l'extérieur, le stator, et qu'on l'ouvre, qu'on le déroule. On trouve à l'intérieur le rotor et un stator qui a une forme tout à fait plate maintenant. Le rotor, à son tour, on peut le scier et le développer, et on trouve un élément d'interaction plat à son tour. Alors, imaginons maintenant ce stator avec son bobinage symbolisé ici, qui est fixé au sol du tunnel, qui interagit avec l'ancien rotor développé, qui lui est fixé au-dessus du véhicule et qui va subir non plus une rotation, mais une poussée horizontale qui tend à un mouvement de translation. Donc, permet de faire avancer le véhicule. Ces éléments moteurs sont enclenchés l'un après l'autre lors du passage du véhicule. Leur espacement équivaut à la longueur du convoi. Un moteur linéaire est d'autant meilleur au point de vue de ses performances qu'il est rapide. Et Suisse Métro est un système rapide, c'est normal donc qu'on puisse recourir à cette technique.
Deuxième avantage, c'est qu'il n'y a aucun contact mécanique d'aucune sorte entre la partie mobile et la partie fixe, donc aucune usure, donc suppression des problèmes d'entretien. Est-ce que vous imaginez utiliser des supraconducteurs pour éviter toute résistance? Alors, toute résistance signifie un système qui n'aurait pas de perte. Les Japonais utilisent la supraconductivité pour leur système de sustentation. Mais pour faire de la supraconductivité, il faut descendre à des très basses températures, ce qui nécessite une installation relativement importante et peut-être assez délicate à manipuler sur un véhicule en mouvement. Autre inconvénient, en cas de difficulté, en particulier suppression de la température basse, il y a une énergie importante qui se libère et les risques d'accident. Dernière difficulté, un système utilisant la supraconductivité ne peut fonctionner au point de vue de la sustentation qu'à partir d'une vitesse de l'ordre de 80 km/h. D'où nécessité d'avoir des roues, donc un système quand même un peu plus complexe. Même sans supraconducteur, Suisse Métro ne devrait pas être un gros dévoreur d'énergie. Comparé aux autres moyens de transport, il devrait même se distinguer par sa modestie. Ce qui coûtera cher si Suisse Métro voit le jour, ce sont tous les travaux de génie civil, toute l'infrastructure. Mais du point de vue technologique, construire 2 tunnels de 3,8 mètres de diamètre avec des stations reliées au réseau des transports existants ne devrait pas poser de problème majeur. L'utilisation des tunneliers est monnaie courante et l'on connaît relativement bien la structure du sous-sol helvétique. Il est constitué essentiellement de molasse, une matière solide et homogène. Les principales difficultés pourraient être de traverser quelques failles morainiques constituant des entonnoirs très friables. Ces zones devront être consolidées à l'aide de ciment et de résine. Avec le risque de tremblement de terre, n'est-ce pas dangereux d'imaginer un tunnel de cette importance? On sait que les ouvrages souterrains résistent mieux que les constructions de surface au séisme. Ensuite, le plateau suisse, qui correspondrait à la ligne principale de Suisse Métro, est une zone à très faible risque sismique. Et enfin, on peut prendre des précautions constructives, notamment pour bien lier l'ouvrage souterrain au rocher et éviter des vibrations perturbatrices. Le volume de terre qui devra être excavé pour l'ouvrage souterrain avoisinera les 32 millions de mètres cubes. C'est du même ordre de grandeur que pour les transversales alpines. Concrètement, cela signifie que si l'on déversait cette masse dans le lac Léman, son niveau monterait de 5,5 cm. Dans le tunnel, il est prévu de procéder à un vide partiel. Or, qui dit vide, dit tout d'abord problème d'étanchéité des parois. On sait en tout cas réaliser des étanchéités qui résistent à des pressions d'eau relativement importantes, par exemple de l'ordre de 100 mètres pour le tunnel sous la Manche. Et dans le cas de Suisse Métro, on a prévu même une double enveloppe, un double anneau de structures porteuses, à l'intérieur duquel on place une feuille intercalée de matière synthétique pour assurer l'étanchéité aussi bien à l'air qu'à l'eau. Et puis le béton va aussi être soumis au vide. Les ingénieurs devront trouver la meilleure qualité possible pour éviter les fuites. Des tests de porosité sont d'ailleurs actuellement en cours. Le vide servira donc à diminuer le frottement et permettra d'atteindre les 400 voire 500 km/h. On voit bien la différence de vitesse d'un objet tombant dans un tuyau rempli d'air et un autre sous vide. La technologie propre à l'instauration de ce vide existe. Les pompes sont déjà utilisées par certaines industries, notamment celle des cartons. En revanche, d'importants problèmes d'aérodynamisme dans le tunnel devront être résolus. Les ingénieurs prévoient qu'il faudra y maintenir une pression atmosphérique équivalente à celle que l'on trouve à 18 000 mètres. Il s'agit de l'altitude de croisière des vols supersoniques. Pour les avions, les problèmes d'écoulement d'air sont minimes. En revanche, dès qu'on met un bolide dans un tube, l'écoulement est entravé par l'espace réduit. L'air qui est devant le véhicule ne peut plus s'évacuer facilement vers l'arrière. Il est refoulé vers l'avant et produit un effet de piston. Une onde de compression se forme, se transformant lors de l'accélération du véhicule en onde de choc. Cette onde peut devenir dangereuse. Elle est susceptible de créer des déformations sur les objets qu'elle rencontre,
et de revenir en boomerang sur le véhicule. Les scientifiques devront donc trouver des astuces pour qu'elle puisse s'échapper latéralement. À l'intérieur de l'EPFL, une voix dissonante s'est élevée, celle du professeur Philippe Bevy. Philippe Bevy n'a lu que la synthèse de l'étude préliminaire. Il estime pourtant que Suisse Métro est un projet utopique et que les problèmes liés à la sécurité et au vide d'air sont très loin d'être maîtrisés. Les difficultés du vide sont liées au fait qu'il faut une étanchéité absolue. Il faut se rendre compte qu'on circulerait comme si on était à 20 ou 30 000 mètres d'altitude, une sécurité absolue de tous les dispositifs, de toutes les portes, de tous les sas, etc., comme dans un gros avion. Et c'est ça qui, jusqu'à maintenant, n'a pas pu être maîtrisé par les différentes équipes de recherche qui ont travaillé là-dessus. Il faudra lors de l'arrêt du train procéder à une remise sous pression. Il va falloir prévoir des sas. Est-ce que cela représente un problème majeur pour vous? Non, actuellement on dispose de la technologie pour faire ces sas. Donc ce qui est prévu, c'est de mettre un sas devant le train et un sas derrière le train. Et des sas aux endroits de l'entrée et de la sortie des voyageurs. Et ça, c'est des technologies qui existent, ça ne pose pas de grosses difficultés. Ce qu'il faudra, c'est les optimaliser pour que la perte de vide soit minimum. En cas d'incident majeur, quel temps faut-il pour procéder à une remise sous pression du tunnel? Donc ça dépend du type d'incident majeur. L'incident possible, c'est une fuite à l'endroit des portes. Alors, dans un cas comme celui-ci, on peut compter qu'il faut plus de 5 minutes pour que la pression diminue dans le véhicule et que ça devienne dangereux. Et là, on peut réintroduire l'air dans le tunnel en 5 minutes avec les moyens qui sont prévus. Si on a une catastrophe plus grave, une grave déchirure, il faudrait alors prévoir des temps plus courts. Et là, il faudrait avoir des systèmes d'apport d'air, des réservoirs d'air tout le long du tunnel, ce qui n'a pas été prévu dans le projet actuel. À étudier encore, toujours en cas d'accident, les problèmes d'évacuation des passagers. Un sujet délicat, car Suisse Métro n'est ni tout à fait un train, ni tout à fait un avion. Ceux qui connaissent le projet Eurotunnel savent qu'on peut évacuer un train à n'importe quel moment, dans n'importe quel sens, à n'importe quel point du tunnel. Et Suisse Métro a pris un parti, qui est son parti pour aller très vite, d'avoir un véhicule qui colle entièrement à la peau du tunnel, et on ne voit pas très bien comment, à partir de cela, les voyageurs qui seraient pris dans un accident, dans un incendie, dans n'importe un acte de malveillance, pourraient s'enfuir de ce transport. Et il faut, dans un transport terrestre, assurer une fuite en cas de pépin d'un transport. Pour l'instant, les ingénieurs ont prévu une évacuation par l'avant avec un véhicule qui viendrait chercher les personnes sinistrées. L'étude principale, qui durera 4 ans, aura la lourde mission d'apaiser ce type de crainte. Mais pour l'heure, il est surtout légitime de se demander si la Suisse a besoin de Suisse Métro et si ce moyen futuriste de transport peut être rentable. Suisse Métro est un système qu'il faut voir dans une perspective à long terme, et le besoin de transport urbain est un besoin qui ne cesse de croître dans des proportions importantes. Par conséquent, il faut juger ceci en fonction d'autres critères. La possibilité qu'offre Suisse Métro de bénéficier des avantages des infrastructures socioculturelles des différentes villes entre elles peut en fait appeler une mobilité qualitative d'un tout autre ordre de grandeur. Par conséquent, analyser Suisse Métro avec les critères du passé, on peut dire non, on n'a pas besoin, c'est une mobilité additionnelle qui n'est pas forcément nécessaire, mais le voir dans une perspective qui favorise l'innovation, les échanges entre milieux divers, certainement, on en a besoin. Maintenant, est-ce qu'on aura les moyens de payer Suisse Métro? Les hypothèses qui ont été prises de taux d'occupation des véhicules en fonction des différentes heures de la journée montrent qu'un taux d'occupation de l'ordre de 20% serait suffisant pour déjà justifier la rentabilité intégrale du projet. Par conséquent, on ne garantit pas que ce sera ces valeurs-là, mais en tout cas, on peut montrer qu'avec des valeurs même très modestes d'occupation, un tel système, du point de vue valeur intrinsèque économique, est justifiable. C'est vrai que c'est génial ce projet, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller aussi vite que ça? Peut-être pas finalement. Oh, encore que ça fera un joli coup de pied dans le rideau de rejeté, tiens. Allez. Et puis on serait un peu comme les New-Yorkais, on pourrait vivre ici, ce serait pas plus long, on irait travailler à Zurich, on rentrerait le soir en 1 heure. Ce serait pas mal. Moi, de toute façon, d'ici là, je serai à la retraite. Bon.